Bonjour, je vais vous lire un extrait assez long du Hussard sur le toit, parce que le Hussard sur le toit de Jean Giono est un livre qui me paraît particulièrement adapté en ce moment. Voilà, ça raconte une histoire qui se passe en Provence, à Manosque, pendant l'épidémie de choléra au début du 19e siècle. Voilà. Et Angelo, qui est le héros, qui est un hussard, s'est réfugié sur les toits de Manosque parce que il y a déjà des phénomènes un peu comme on a pu les observer, c'est-à-dire que l'étranger, celui qui apporte, non pas le virus, mais le microbe, est assez mal vu, donc il est obligé de se réfugier sur les toits de Manosque. Alors il est sur les toits, et puis il sait pas trop quoi faire, notamment pour manger. Et alors il se balade, et puis il voit une lucarne qui l'attire, parce que ce qu'il voit à travers cette lucarne lui paraît beau. Et puis il se dit que dans cette maison, peut-être qu'il pourra trouver à manger quelque chose. Alors euh, il va, euh, il va y aller. Et l'extrait commence à ce moment-là. Il retournait s'asseoir près du petit mur. Il revoyait la fumée noire chevaucher dans le ciel de craie. Il entendait les tombereaux rouler sur les pavés, s'arrêter, repartir, tourner inlassablement dans les rues. Il écoutait le grand silence constamment refermé autour de ce bruit de tombereaux, autour des gémissements et des appels. Enfin, il essaya de se glisser dans la lucarne. Il ne réussit qu'à coincer ses épaules et à s'écorcher le haut des bras. Mais il pensa tout à coup à l'attitude qu'on prend quand on se fend pour donner un coup de pointe dans les règles. Le bras droit tendu, la tête effacée contre l'épaule droite, le bras gauche allongé contre la cuisse, l'épaule gauche effacée. C'est un coup de pointe dans les règles qu'il faut ici, se dit-il. Si je réussis à me tenir de cette façon, je parie que je passe. Il essaya, et il aurait réussi sans les pistolets qui lui gonflaient les poches. Il fourra ses pistolets dans ses bottes et il introduisit d'abord les bottes dans le grenier. La lucarne s'ouvrait à l'intérieur à environ 1,50 m du plancher. Il plongea son bras le plus loin possible, mais il dut malgré tout laisser tomber ses bottes sans espoir de pouvoir les reprendre s'il ne passait pas. Les ponts sont coupés, se dit-il. Maintenant, il faut suivre. Ou bien, sans bottes ni pistolet, tu n'es plus qu'un pignouf. Malgré sa maigreur et la position parfaite qu'il prit, il resta coincé, heureusement aux hanches, et en se démenant comme un ver de terre et en s'aidant de sa main droite, il réussit à s'arracher et à rouler à l'intérieur où il fit un assez grand bruit en tombant sur le parquet de bois. Madone, dit-il en se relevant, faites que les gens d'ici soient morts. Il resta un long moment dans l'expectative, mais rien ne bougea. Le grenier était encore plus beau que s'il paraissait être. Les fonds qu'on ne pouvait pas voir de la lucarne, éclairés par quelques tuiles de verre disséminées dans la toiture, et sur lesquelles à cette heure frappait le soleil couchant, étaient baignés d'un sirop de lumière presque opaque. Les objets n'en émergeaient que par des lambeaux de forme qui n'avaient plus aucun rapport avec leur signification réelle. Tel commode galbé n'était plus qu'un ventre recouvert d'un gilet de soie prune. Un petit saxe sans tête, qui devait être à l'origine un ange musicien, était devenu, par l'agrandissement des ombres portées, par le vif éclat que la lumière donnait aux brisures de sa décollation, une sorte d'oiseau des îles, le cacatoès d'une créole ou d'un pirate. Ah, je suis perdu. Je suis perdu. Ah, je suis perdu. Je suis perdu. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Une bêtise. J'ai fait une bêtise. Alors, je vais vous retrouver ça. Je suis désolé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Mhm. Ça va venir, hein, pardon. En fait, ça c'est parce que je fais une fausse manœuvre.
Je suis désolé. Mon Dieu. Voilà, ça va pas tarder. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mmh. Mmh. Ça, c'est parce que j'ai pas la version en papier. Voilà. Et donc, vous voyez ce qui arrive quand on lit sur l'électronique. Mmh. Voilà. Ça y est. Je suis désolé. Les ponts sont coupés, se dit-il. Maintenant, il faut suivre. Ou bien, sans bottes ni pistolet, tu n'es plus qu'un pignouf. Malgré sa maigreur et la position parfaite qu'il prit, il resta coincé, heureusement aux hanches, et en se démenant comme un ver de terre et en s'aidant de sa main droite, il réussit à s'arracher et à rouler à l'intérieur où il fit un assez grand bruit. Madone, dit-il en se relevant, faites que les gens d'ici soient morts. Il resta un long moment de l'expectative, mais rien ne bougea. Donc le grenier est encore plus beau, comme on l'a dit. Bon, les robes et les redingotes étaient vraiment réunies en assemblée. Les souliers apparaissaient sous des franges de clarté, comme des passants du bas d'un rideau. Et les personnages d'ombre dont ils trahissaient ainsi la présence ne se tenaient pas sur un plancher, mais comme sur les perchoirs en escalier d'une vaste cage de canaries. Les rayons du soleil, dardés en étincelantes constellations rectilignes de poussière, faisaient vivre ces êtres étranges dans des mondes triangulaires, et la descente sensible du couchant qui déplaçait lentement les ronds de lumière les animait de mouvements indéfiniment étirés, comme dans l'eau tiède d'un aquarium. Le chat vint saluer Angelo, s'étira aussi, ouvrit une large bouche et émit un miaulement imperceptible. Fameux bivouac, se dit Angelo. Il n'y a que la subsistance qui n'est pas très bien assurée, mais quand il fera nuit, j'irai explorer les profondeurs. En tout cas ici, je suis comme un coq en pâte. Et il se coucha sur un vieux divan. Il se réveilla, il faisait nuit. En route, se dit-il. Maintenant, il faut vraiment quelque chose à se mettre sous la dent. Les profondeurs, vues du petit palier devant la porte du grenier, étaient terriblement obscures. Angelo enflamma sa mèche d'amadou. Il souffla sur la braise, vit le haut de la rampe dans la lueur rose, et il commença à descendre lentement, en habituant peu à peu ses pieds au rythme des marches. Il arriva sur un autre palier. Cela semblait être celui d'un troisième étage, à en juger par l'écho de la cage d'escalier, où le moindre glissement avait son ombre. Il souffla sur sa braise. Comme il le supposait, l'espace autour de lui était très vaste. Ici, 3 portes, mais fermées toutes les 3. Trop tard pour forcer les serrures, il verrait demain. Il fallait descendre plus bas. Ses pieds reconnurent des marches de marbre. Deuxième étage. 3 portes également fermées. Mais c'étaient incontestablement des portes de chambre. Les panneaux étaient historiés de rondes bosses et de motifs de sculpture à carquois et à rubans. Ces gens étaient sûrement partis. Les carquois et les rubans n'étaient pas les attributs de gens qui laissent leurs cadavres s'empiler dans les tombereaux. Il y avait même de grandes chances pour qu'ils aient ratissé, ou plutôt fait ratisser la cuisine jusque dans les plus petits recoins des placards. Il fallait voir plus bas, peut-être même jusque dans la cave. À partir d'ici, il y avait un tapis dans l'escalier. Quelque chose passa entre les jambes d'Angelo. Ce devait être le chat. Il y avait 23 marches entre le grenier et le troisième, 23 entre le troisième et le second. Angelo était sur la 21e marche, entre le second et le premier, quand en face de lui, une brusque raie d'or encadra une porte qui s'ouvrit. C'était une très jeune femme. Elle tenait un chandelier à 3 branches, à la hauteur d'un petit visage en fer de lance, encadré de lourds cheveux bruns.
Je suis un gentilhomme, dit bêtement Angelo. Il y eut un tout petit instant de silence et elle dit: Je crois que c'est exactement ce qu'il fallait dire. Elle tremblait si peu que les trois flammes de son chandelier étaient raides comme des pointes de fourche. C'est vrai, dit Angelo. Le plus curieux est qu'en effet cela semble vrai, dit-elle. Les brigands n'ont pas de chat, dit Angelo, qui avait vu le chat glisser devant lui. Mais qui a des chats, dit-elle. Celui-ci n'est pas à moi, dit Angelo, mais il me suit parce qu'il a reconnu un homme paisible. Et que fait un homme paisible à cette heure et là où vous êtes? Je suis arrivé dans cette ville il y a 3 ou 4 jours, dit Angelo. J'ai failli être écharpé comme empoisonneur de fontaine. Des gens qui avaient de la suite dans les idées m'ont poursuivi dans les rues. En me dissimulant dans une opinion, une porte s'est ouverte et je me suis caché dans la maison. Mais il y avait des cadavres, ou plutôt exactement un cadavre. Alors, j'ai gagné les toits. C'est là-haut, là-dessus, que j'ai vécu depuis. Elle l'avait écouté sans bouger d'une ligne. Cette fois, le silence fut un tout petit peu plus long. Puis elle dit: Vous devez avoir faim alors? Ah, c'est pourquoi j'étais descendu chercher, dit Angelo. Je croyais la maison déserte. Félicitez-vous qu'elle ne le soit pas, dit la jeune femme avec un sourire. Les brisées de mes tantes sont des déserts. Elle s'effaça tout en continuant à éclairer le palier. Entrez, dit-elle. J'ai scrupule à m'imposer, dit Angelo. Je vais troubler votre réunion. Vous ne vous imposez pas, dit-elle, je vous invite. Et vous ne troublez aucune réunion, je suis seule. Ces dames sont parties depuis 5 jours. J'ai eu moi-même beaucoup de mal à me nourrir après leur départ. Je suis néanmoins plus riche que vous. Vous n'avez pas peur, dit Angelo en s'approchant. Pas le moins du monde. Sinon que de moi, et je vous rends mille grâces, dit Angelo, mais de la contagion. Ne me rendez aucune grâce, monsieur, dit-elle, entrez. Nos bagatelles de la porte sont ridicules. Angelo pénétra dans un beau salon. Il vit tout de suite son propre reflet dans une grande glace. Il avait une barbe de 8 jours et de longues rayures de sueur noirâtre sur tout le visage. Sa chemise en lambeaux sur ses bras nus et sa poitrine couverte de poils noirs, ses culottes poussiéreuses et où restaient les traces de plâtre de son passage à travers la lucarne, ses bas déchirés d'où dépassaient des arpions assez sauvages composaient un personnage fort regrettable. Il n'avait plus pour lui que ses yeux, qui donnaient toujours cependant des feux aimables. Je suis navré, dit-il. Et de quoi êtes-vous navré? Dit la jeune femme, qui était en train d'allumer la mèche d'un petit réchaud à esprit de vin. Je reconnais, dit Angelo, que vous avez toutes les raisons du monde de vous méfier de moi. Où voyez-vous que je me méfie? Je vous fais du thé. Elle se déplaçait sans bruit sur les tapis. Je suppose que vous n'avez plus eu d'aliments chauds depuis longtemps. Je ne sais plus depuis quand. Je n'ai malheureusement pas de café. Je ne saurais d'ailleurs trouver de cafetière. Hors de chez soi, on ne sait où mettre la main. Je suis arrivé ici il y a 8 jours. Mes tantes ont fait le vide derrière elles. Le contraire m'eût surprise. Ceci est du thé que j'avais heureusement pris la précaution d'emporter. Je m'excuse, dit Angelo d'une voix étranglée. Les temps ne sont plus aux excuses, dit-elle. Que faites-vous debout? Si vous voulez vraiment me rassurer, comportez-vous de façon rassurante. Asseyez-vous. Docilement, Angelo posa la pointe de ses fesses au bord d'un fauteuil mirobolant. Du fromage qui sent le bouc. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles l'ont laissé. Un fond de pot de miel et naturellement du pain. Est-ce que ça vous va? Je ne me souviens plus du goût du pain. Celui-ci est dur. Il faut de bonnes dents. Hein. Quel âge avez-vous? 25 ans, dit Angelo. Tant que ça, dit-elle. Elle avait débarrassé un coin de guéridon et installé un gros bol à soupe sur une assiette. Vous êtes trop bonne, dit Angelo. Je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous voudrez bien me donner, car je meurs de faim. Mais je vais l'emporter, je ne saurais me mettre à manger devant vous. Et pourquoi? Dit-elle.
Suis-je écœurante? Et dans quoi emporteriez-vous votre thé? Il n'est pas question de vous prêter un bol ou une casserole, n'y comptez pas. Sucrez-vous abondamment et émettez votre pain comme pour tremper la soupe. J'ai fait le thé très fort et il est bouillant. Rien ne peut vous être plus salutaire. Si je vous gêne, je peux sortir. C'est ma saleté qui me gêne, dit Angelo. Il avait parlé brusquement, mais il ajouta: Je suis timide. Et il sourit. Elle avait les yeux verts et elle pouvait les ouvrir si grands qu'il tenait tout son visage. Je n'ose pas vous donner de quoi vous laver, dit-elle doucement. Toutes les eaux de cette ville sont malsaines. Il est actuellement beaucoup plus sage d'être sale, mais sain. Mangez paisiblement. La seule chose que je pourrais vous conseiller, ajouta-t-elle avec également un sourire, c'est de mettre, si possible, des souliers dorénavant. Oh, dit Angelo, j'ai des bottes là-haut, même fort belles. Mais j'ai dû les tirer pour pouvoir marcher sur les tuiles qui sont glissantes et aussi pour descendre dans les maisons sans faire de bruit. Il se disait: Je suis bête comme chou, mais une sorte d'esprit critique ajoutait: Au moins, l'es-tu d'une façon naturelle. Le thé était excellent. À la troisième cuillerée de pain trempé, il ne pensa plus qu'à manger, avec voracité, et à boire ce liquide bouillant. Pour la première fois depuis longtemps, il se désaltérait. Il ne pensait vraiment plus à la jeune femme. Elle marchait sur les tapis. En réalité, elle était en train de préparer une deuxième casserole de thé. Comme il finissait, elle lui remplit de nouveau son bol à ras-bord. Il aurait voulu parler, mais sa déglutition s'était mise à fonctionner d'une façon folle. Il ne pouvait plus s'arrêter d'avaler sa salive. Il avait l'impression de faire un bruit terrible. La jeune femme le regardait avec des yeux immenses, mais elle n'avait pas l'air d'être étonnée. Ici, je ne vous céderai plus, dit-il d'un ton ferme quand il eut fini son deuxième bol de thé. Ah, j'ai réussi à parler ferme mais gentiment, se dit-il. Vous ne m'avez pas cédé, dit-elle. Vous avez cédé à une fringale, encore plus grande que ce que je croyais, et surtout à la soif. Ce thé est vraiment une bénédiction. Je vous en ai privé. Personne ne me prive, dit-elle. Soyez rassurés. J'accepterai un de vos fromages et un morceau de pain que j'emporterai, si vous voulez bien, et je vous demanderai la permission de me retirer. Où? dit-elle. J'étais tout à l'heure dans votre grenier, dit Angelo. Il va sans dire que je vais en sortir tout de suite. Pourquoi il va sans dire? Ben, je ne sais pas, il me semble. Ben, si vous ne savez pas, vous feriez aussi bien d'y rester cette nuit. Vous aviserez demain, au jour. Angelo s'inclina. Puis-je vous faire une proposition, dit-il. Je vous en prie. J'ai 2 pistolets, dont un vide. Voulez-vous accepter celui qui est chargé? Ces temps exceptionnels ont libéré beaucoup de passions exceptionnelles. Je suis assez bien pourvue, dit-elle. Voyez vous-même. Elle souleva un châle qui était resté tout ce temps à côté du réchaud à esprit de vin. Il recouvrait 2 forts pistolets d'arçon. Ah, vous êtes mieux fourni que moi, dit froidement Angelo, mais ce sont des armes lourdes. J'en ai l'habitude, dit-elle. Mais j'aurais voulu vous remercier, vous l'avez fait. Bonsoir, madame. Demain, à la première heure, j'aurai quitté le grenier. C'est donc à moi de vous remercier, dit-elle. Il était à la porte. Elle l'arrêta. Une bougie vous rendrait-elle service? Le plus grand, madame. Mais je n'ai que de l'amadou à mon briquet. Je ne peux pas faire de flamme. Voulez-vous quelques bâtonnets soufrés? En rentrant dans le grenier, Angelo fut tout étonné de retrouver le chat sur ses talons. Il avait oublié cette bête qui lui avait donné tant de plaisir par sa compagnie. Il va me falloir passer de nouveau par cette lucarne si étroite, se dit-il, mais décemment, un galant homme ne peut pas rester seul avec une aussi jeune femme et jolie. Même le choléra n'excuse rien dans ces cas-là. Elle se dominait d'une façon parfaite, mais il est incontestable que pour si peu que ce soit, ma présence dans le grenier la gênerait. Eh bien, je passerai de nouveau par la lucarne si étroite. Le thé lui avait donné des forces et surtout un grand bien-être.
Il admirait tout de ce que la jeune femme avait fait en bas. Si j'avais été à sa place, se disait-il, aurais-je réussi aussi bien qu'elle cet air méprisant et froid en face du danger? Aurais-je su jouer aussi bien qu'elle une partie où j'avais tout à perdre? Il faut convenir que je suis d'aspect effrayant et même, ce qui est plus grave, repoussant. Il oubliait les feux de ses yeux. Elle n'a pas cédé ses atouts une minute, et cependant, elle a à peine 20 ans. Disons 21 ou 22 au grand maximum. Moi qui trouve toujours que les femmes sont vieilles, je reconnais que celle-là est jeune. La réponse qu'elle avait faite au sujet des pistolets d'arçon l'intriguait aussi beaucoup. Angelo avait de l'esprit, surtout quand il s'agissait d'armes. Mais même dans ces cas-là, il n'avait que l'esprit de l'escalier. L'homme solitaire prend une fois pour toutes l'habitude de s'occuper de ses propres rêves. Il ne peut plus réagir tout de suite à l'assaut des propositions extérieures. Il est comme un moine à son bréviaire dans une partie de balle au camp, ou comme un patineur qui glisse trop délibérément et qui ne peut répondre aux appels qu'en décrivant une longue courbe. J'ai été anguleux et tout d'une pièce, se dit Angelo. J'aurais dû me montrer fraternel, c'était une façon magnifique de jouer mes propres cartes. Les pistolets d'arçon étaient une bonne ouverture, il fallait lui dire qu'une petite arme bien maniée et plus dangereuse inspire plus de respect qu'une grosse et lourde, très embarrassante, surtout quand il y a autant de disparates qu'entre sa main et l'épaisse crosse, les gros canons, les lourdes ferrures de ses pistolets. Il est vrai qu'elle court bien d'autres dangers et on ne peut pas tirer de coups de pistolet sur les petites mouches qui transportent le choléra. Il fut alors envahi d'une pensée si effrayante qu'il se redressa du divan où il était couché. Et si je lui avais porté moi-même la contagion? Ce moi-même le glaça de terreur. Il répondait toujours aux générosités les plus minuscules par des débauches de générosité. L'idée d'avoir sans doute porté la mort à cette jeune femme si courageuse et si belle et qui lui avait fait du thé lui était insupportable. Non seulement j'ai fréquenté, mais j'ai touché, j'ai soigné des colériques. Je suis certainement couvert de miasmes qui ne m'attaquent pas, ou peut-être ne m'attaquent pas encore, mais peuvent attaquer et faire mourir cette femme. Elle se tenait fort sagement à l'abri, enfermée dans sa maison, et j'ai forcé sa porte. Elle m'a reçu noblement, et elle mourra peut-être de cette noblesse, de ce dévouement dont j'ai eu tout le bénéfice. Il était atterré. J'ai fouillé de fond en comble la maison où le choléra sec avait étendu entre deux portes cette femme aux beaux cheveux d'or. Celle-ci est plus brune que la nuit, mais le choléra sec est terriblement foudroyant. Et on n'a même pas le temps d'appeler. Et est-ce que je suis fou? Ou bien, que peut faire la couleur d'une chevelure dans un cas de choléra sec? Il écouta avec une farouche attention. Toute la maison était silencieuse. En tout cas, se dit-il pour se rassurer, ce fameux choléra sec m'a laissé bien tranquille jusqu'à présent. Pour le donner, il faut l'avoir. Non, pour le donner, il suffit de le porter. Et tu as tout fait pour en porter plus qu'il n'en faut. Mais tu n'as rien touché dans la maison. À peine si tu as fait ton devoir comme le pauvre petit Français, qu'il aurait fait beaucoup mieux et aurait poussé le scrupule jusqu'à regarder dessous les lits. Allons, qu'est-ce que tu imagines? Les miasmes ne sont pas hérissés de tentacules crochus comme les graines de banane. Et ce n'est pas parce que tu as enjambé ce cadavre qu'ils se sont forcément collés à toi. Il était à moitié endormi. Il se revoyait, enjambant le cadavre de la femme, et son demi-sommeil était également rempli de comètes et de nuages à forme de cheval. Il s'agitait tellement sur son divan qu'il dérangea le chat couché près de lui. Pour le coup, il fut glacé de terreur. Le chat est resté longtemps dans la maison où non seulement la femme blonde est morte, mais où certainement au moins deux autres personnes sont mortes. Lui peut transporter le choléra dans sa fourrure. Il ne se souvenait plus si ce chat était entré au salon en bas ou s'il était resté sur le palier. Il se tortura avec cette idée pendant une bonne partie de la nuit.
Il était encore nuit quand Angelo passa à travers la lucarne. Tournée vers l'est, elle découpait cependant du côté des étoiles éteintes un petit rectangle gris clair. Angelo attendit le lever du jour, accroupi contre le petit mur. Toujours la même aurore blanche. Au-delà, au-delà des longues toitures du couvent, s'élevait une tour carrée, surmontée d'une pique, qui devait être une sorte de paratonnerre ou une ancienne hampe de drapeau. Angelo n'avait pas encore poussé jusque-là, il le fit au premier rayon du soleil. C'était un petit clocher. Les abassons de bois rongés de vent et de pluie permettaient de se glisser facilement dans l'habitacle des cloches. De là, une échelle descendait jusqu'à des escaliers en spirale qui finalement aboutissaient à une porte qui s'ouvrit. Elle donnait sur les bas-côtés d'une église. Le soleil levant qui frappait dans les vitraux du haut de la voûte éclairait tous les signes d'un déménagement hâtif. Le maître-autel avait été dépouillé de tous ses candélabres et de toutes ses lingeries. La porte même du tabernacle était ouverte. Dans la nef, les bancs étaient entassés contre un pilier. De la paille, des chiffons qui avaient dû servir aux emballages, des planches hérissées de clous et même un marteau et un rouleau de fil de fer traînaient sur le parquet. La sacristie était vide. De là, un portillon donnait sur un cloître. Il encadrait le jardin de buis et de lauriers où, le jour d'avant, Angelo avait vu s'agiter la confrérie. Tout était paisible. La hauteur des murs entretenait là une fraîcheur propice au parfum des verdures. En arrivant au coin de la galerie qui faisait le tour du jardin, Angelo aperçut à l'autre bout un corps étendu sur les dalles. Il avait tellement l'habitude des cadavres qu'il s'approcha nonchalamment quand le corps se redressa, s'assit, puis se mit debout. C'était une vieille nonne. Elle était ronde comme une barrique. 2 griffes de petites moustaches noires agrafaient sa bouche de chaque côté. « Qu'est-ce que tu veux » dit-elle. « Rien, dit Angelo. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Rien. »« As-tu peur ?»« Ça dépend de quoi. »« Ah, tu es de ceux-là qui font dépendre leur peur de quelque chose. Et de l'enfer. As-tu peur ?»« Oui, ma mère. »« Eh bien, est-ce que ça ne te suffit pas ? » Veux-tu m'aider, mon petit ? Oui, ma mère. Béni soit la gloire du Seigneur en son siège. Il ne pouvait pas m'en donner. Es-tu fort ? Moins que d'ordinaire, parce que je n'ai pas mangé à ma faim depuis quelques jours, mais j'ai de la bonne volonté. Ne te flatte pas. Pourquoi n'as-tu pas mangé à ta faim ? Je me suis perdu dans cette ville. Tout le monde est perdu dans cette ville. Tout le monde est perdu partout. Alors, tu crois qu'en mangeant, tu seras fort ? Il me semble. Il me semble. C'est juste. Eh bien, viens manger. Elle lui donna du fromage de chèvre. Ces gens ne vivent que de fromage de chèvre, se dit Angelo. Elle avait l'air très fatiguée. Une pesante réflexion charruait le haut de son nez. Es-tu l'envoyé, dit-elle. Non. Qu'est-ce que tu en sais? Je ne suis rien, ma mère, je ne cherchais pas. Rien. Quel orgueil, dit-elle. Bien qu'assise sur une chaise dans cette petite cellule blanche, rendue encore plus blanche par cette étagère chargée de fromage de chèvre sur laquelle tombait un ray de soleil, elle soufflait comme si elle avait été en train de gravir une colline, et ses lèvres pouffaient de petites bulles comme les lèvres de certains vieillards endormis. Je te materai, dit-elle, prends ça, aimez-le. C'était une longue chemise blanche, pareille à celle dont étaient revêtus les charrieurs de cadavres. Attendez que j'entre dans mes bottes, dit Angelo. Dépêche-toi et prends cette sonnette. Elle était debout, elle attendait. Elle s'appuyait sur un fort bâton de chêne. Allons, viens. Elle le précéda tout le long du cloître. Elle ouvrit une porte. Passe, dit-elle. Ils étaient dans la rue. Remue la sonnette et marche, dit-elle. Elle ajouta presque tendrement. Mon petit. Je suis dans la rue, se dit Angelo. J'ai quitté les toitures. C'est fait. Le branle de la sonnette soulevait des torrents de mouches. La chaleur était fortement sucrée. L'air graissait les lèvres et les narines comme de l'huile. Ils passèrent d'une rue dans l'autre. Tout était désert. À certains endroits, les murs, quelques couloirs béants faisaient écho. À d'autres, le grelottement de la sonnette
était étouffé comme au fond de l'eau. Remue, disait la nonne. Du jus de coude, sonne, sonne. Elle se déplaçait assez vite, tout d'une pièce, comme un rocher. Ses bajoux tremblaient dans sa guimpe. Une fenêtre s'ouvrit, une voix de femme appela. Madame. Derrière moi maintenant, dit la nonne à Angelo. Arrête la sonnette. Sur le seuil, elle demanda. As-tu un mouchoir? Oui, dit Angelo. Fourre-le dans la sonnette. Qu'elle ne bouge plus, sans quoi je te fais sauter les dents. Et lentement, elle ajouta. Mon petit. Elle eut comme un élan d'oiseau vers l'escalier sur la première marche duquel Angelo vit se poser un énorme pied. Là-haut, c'était une cuisine et un alcôve. Près de la fenêtre ouverte d'où on avait appelé, se tenaient une femme et deux enfants. De l'alcôve venait comme le bruit d'un moulin à café. La femme désigna l'alcôve. La nonne tira les rideaux. Un homme étendu sur le lit broyait ses dents en un mâchage incessant qui lui retroussait les lèvres. Il tremblait aussi à faire craquer sa paillasse de maïs. Allons, allons, dit la nonne, et elle prit l'homme dans ses bras. Allons, allons, dit-elle, un peu de patience, tout le monde y arrive, ça va venir, on y est, on y est. Ne te force pas, ça vient tout seul, doucement, doucement, chaque chose en son temps. Elle lui passa la main sur les cheveux. Tu es pressé, dit-elle, et elle lui appuyait sa grosse main sur les genoux pour l'empêcher de ruer dans le bois du lit. Voyez-vous s'il est pressé. Tu as ton tour, ne t'inquiète pas, sois paisible, chacun son tour, ça va venir, voilà, voilà. Ça y est, c'est à toi, passe, passe. L'homme donna un coup de rein et resta immobile. Il aurait fallu le frictionner, dit Angelo d'une voix qu'il ne reconnut pas. La nonne se redressa et lui fit face. Qu'est-ce qu'il veut frictionner, celui-là, dit-elle. Ainsi tu es un esprit fort, hein? Tu veux oublier l'évangile, hein? Demande du savon à cette dame-là, et une cuvette, et des serviettes. Elle retroussait ses manches sur ses gros bras roses. Demande, dit-elle, parle-lui, fais-la bouger, qu'elle cesse de se tenir dans sa fenêtre là-bas, qu'elle fasse du feu, que l'eau chauffe, allons qu'on se mette en train, s'il vous plaît. Elle était ronde et lourde et ménagère. Elle s'approcha de l'âtre et cassa du bois sur son genou. Elle avait laissé l'alcôve ouverte. L'homme était raide sur son lit. La femme ne bougeait pas. Allons, dit la nonne. La femme fit un pas vers l'âtre près duquel la nonne était agenouillée. La femme écarta lentement les deux enfants de son tablier. Elle leur caressa furtivement les joues d'un geste qui avait l'air en surplus dans le temps. Elle vint s'agenouiller près de l'âtre. La nonne lui transmit le bouchon de papier et le briquet. Allume, dit-elle, et elle se redressa. Cette nonne étonnait par une extraordinaire présence. Où elle était, tout s'ordonnait. Elle entrait et les murs ne contenaient plus de drame. Les cadavres étaient naturels et jusqu'à la chose la plus minuscule, tout se mettait immédiatement à sa place exacte. Elle n'avait pas besoin de parler, il lui suffisait d'être présente. Combien de fois Angelo en fut frappé comme de la foudre. Il ne s'y habitua jamais. Il entrait derrière elle, elle exigeait toujours de précéder. Dans les charniers où un domestique assez cocasse était mêlé aux aspects terrifiants de la malédiction d'avant les temps, les dernières grimaces des moribonds en bonnet de coton et en caleçon à sous-pieds élargissaient dans des lèvres distendues des dentitions et des bouches de prophètes. Les gémissements des pleureuses et des pleureurs avaient retrouvé les haletantes cadences de Moïse. Les cadavres continuaient à se soulager dans des suaires qui maintenant étaient faits de n'importe quoi, vieux rideaux de fenêtres, housses de canapé, tapis de table, et même chez les riches, des dessus de baignoire, des pots de chambre pleins à rabord avaient été posés sur la table de la salle à manger, et on avait continué à remplir des casseroles, des cuvettes de toilette et même des pots à fleurs vidés en vitesse de leurs plantes vertes. Fougères ou palmiers nains, avec cette déjection mousseuse, verte et pourprée, qui sentait terriblement la colère de Dieu. Les survivants s'accrochaient à leur propre vie avec des gestes de poupons. Le hennissement intime que certains ne pouvaient même pas retenir, se détournant de l'être qui lui était le plus cher au monde pour regarder vers le ciel libre de la fenêtre. Cependant de craie, torride, écœurant, était d'une grandeur magnifique,
poussé enfin dans ses chambres à coucher, seuil d'alcôve où l'on avait toujours été jusqu'à présent bon père, bon époux, femme vertueuse, fils obéissant et enfant de Marie. L'œil de Caïn dans le visage paisible d'un mercier dont les bajoux entraînaient les favoris jusque le col de sa veste. Les seins bleus de roi de quelques belles jeunes femmes encore chaudes, toutes ruantes et tremblantes plus que d'une heure avant sa mort, et qu'il fallait empaqueter comme une anguille, les muscles qui cassaient en faisant sonner les cuisses comme des caisses de violon, les jets de dysenterie sur le papier à fleurs des murailles ou dans les cendres de l'âtre, ou dans les batteries de cuisine, sur les courtes pointes, sur les parquets, ou même fusant en pleine figure de la bien-aimée ou du bien-aimé, la nudité dont il était impossible de se cacher, quoi que ce soit avec grignotements, frissons, tremblements, convulsions, gémissements, cris, mains crispées dans les draps, installés à demeure chez les bourgeois et chez les paysans, qui sont encore plus prudes, sous les yeux des enfants. Les enfants étaient très intéressés par toutes ces manifestations et promenaient partout leur silence, leurs grands yeux éberlués, leur rigidité. Un nouvel ordre, qui pour l'instant s'appelait désordre, organisait brusquement la vie dans de nouveaux horizons. Bien peu étaient capables de croire encore aux vertus des anciens points cardinaux. On n'embrassait plus les enfants, pas pour les préserver, pour se préserver. Ils avaient tous d'ailleurs une attitude raidie, tout d'une pièce, de larges yeux, et quand ils mouraient, c'était sans un mot, ni un gémissement, et toujours loin de leur maison, fourrés dans une niche à chiens, ou dans des garennes, des caisses à lapins, ou roulés dans les gros paniers à faire couver les dindes. Souvent, la nonne leur faisait la chasse. Elle ouvrait les poulaillers et cherchait. Elle frappait du pied contre les parois des niches. Le chien montrait une tête hargneuse. Elle le saisissait froidement par le collier. L'enfant était généralement au fond. Elle le tirait sans trop de cérémonie, mais l'emportait exactement, comme une mère doit emporter un enfant. Les petits cadavres étaient semblables aux cadavres des grandes personnes, c'est-à-dire d'une indécence ridicule, criant de vérité, déchirant de leurs ongles leur ventre, leur capital d'immondice. Dans les bras de la nonne, ils redevenaient de pauvres petits enfants morts de grosses coliques. Au moment où l'on se demandait s'il fallait encore croire à quelque chose, si elle arrivait, les murs redevenaient des murs, les chambres des chambres, avec toutes leurs stalactites de souvenirs intacts, avec leur puissance d'abri intacte. La mort? Eh bien oui, mais elle perdait instantanément son côté diabolique. Elle ne poussait plus à s'affranchir de tout. Elle ne faisait plus franchir que des frontières raisonnables. On ne pouvait plus se permettre ces convulsions d'égoïsme dans lesquelles, la plupart du temps, les vivants reproduisaient, par une sorte de singerie luciférienne, les convulsions d'agonie dont ils avaient eu le spectacle. Il suffisait de quelques gestes très simples. On aurait beaucoup surpris la nonne si on lui avait dit que les 2 tiers de ses qualités venaient de son aspect physique, de son gros ventre de gargamel, de la moue de ses grosses lèvres, de sa grosse tête, de ses grosses mains, de sa placidité de grosse femme, de ses gros pieds sous lesquels les planchers tremblaient toujours un peu. C'était cette masse qui autorisait les miracles. Plus vive, elle aurait eu la facilité de faire 20 gestes dans lesquels le bon aurait peut-être passé inaperçu. La graisse, la lourdeur, le poids ne lui permettaient d'en faire qu'un, et c'était le bon. Il était là, incontestable comme le nez au milieu de la figure. On était obligé de croire à sa vertu, car c'était un vieux geste ordinaire qu'on avait fait 100 000 fois et dont les conséquences étaient certaines. Dans l'instant où Angelo passait la porte, il se disait « Et ici, qu'est-ce qu'on va faire ?» Par-dessus l'épaule de la nonne, il voyait cet intérieur bourgeois charrué pour de terribles semences et les survivants agglomérés dans un coin du salon comme de petits singes saisis par le froid. Tout de suite, la nonne tirait la table à son aplomb, relevait les chaises, plaçait les fauteuils, ramassait les morceaux de musique. Elle ouvrait une porte qui donnait sur la chambre et elle demandait « Où sont les draps neufs ?» Ces mots étaient magiques. Il lui donnait la plus fulgurante des victoires. Pas plus tôt prononcée, on entendait dans le tas de singes glacés le bruit d'un trousseau de clés. Ce bruit lui-même avait une vertu si puissante qu'on voyait sortir du tas une femme qui redevenait tout de suite femme et tout de suite patronne.
Quelques-unes parmi celles dont le visage était plus particulièrement recouvert de cheveux éplorés titubaient encore un peu et allaient dans leur ivresse jusqu'à atteindre le trousseau de clés, mais la nonne ne le prenait jamais. Venez ouvrir l'armoire vous-même, disait-elle. Après, on faisait le lit bien carré. Ce n'était qu'une fois le lit bien fait qu'on s'occupait du cadavre, et alors en plein. Mais déjà, les rouages de la maison s'étaient remis en marche, et déjà la mort pouvait frapper de nouveau un coup diabolique dans cette famille, sans rien détruire d'essentiel. Et je terminerai. Quelques jours après être descendu de ses toitures et le premier élan de férocité passé, Angelo avait demandé à la nonne si elle connaissait un nommé Giuseppe. Elle aurait pu. Dans ses tournées, elle ne faisait pas de tournées. Son ordre ne faisait pas de tournées. C'était un couvent de filles riches. Elle s'occupait de cuisine, elle. Il n'était pas plus question de Giuseppe que de Pierre ou de Paul. Qui était ce Giuseppe? Un réfugié italien, plus exactement un piémontais. Qu'est-ce qu'il était dans la ville? En rien. Non, sans doute il passait au contraire inaperçu. Il était cordonnier. Il vivait très simplement, seul, sans rien dire à personne. Il avait assez de choses à se dire à soi-même. La dernière fois qu'Angelo l'avait vu, c'était il y avait plus d'un an, et de nuit. Tout ce qu'Angelo pouvait dire, c'est qu'il habitait une chambre dans une très grande maison, où logeait aussi, comme une caserne, des tanneurs et leurs familles. Il était cordonnier, disait-il. Voilà. Je voudrais, je voulais reprendre un tout petit passage avec Pauline de Théus et ne pas vous laisser uniquement dans les affaires de nonnes et de choléra, mais je ne trouve pas. Donc moi, je n'ai plus qu'un souhait, en vérité, euh, c'est que je vous ai donné peut-être euh, envie de lire ou relire ce chef-d'œuvre, ce livre de Jean Giono, qui parle de contagion, qui parle d'épidémie, mais qui en parle d'une forme un peu métaphorique, puisque le choléra, c'est l'occasion pour lui de mettre en scène évidemment les passions humaines face à cette maladie. Et Angelo, comme Pauline, donc c'est cette jeune femme qu'il a rencontrée, tous les deux, ils ont une vertu, c'est qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que la maladie, c'est la peur. Et que s'ils vont pouvoir vaincre, s'ils vont pouvoir survivre, c'est à cause de ça, c'est à cause de cette capacité à avoir une espèce de force de vie, d'amour aussi, et, euh, et de confiance. Voilà. Donc c'est un très beau livre et j'espère que je vous ai donné envie d'en lire plus et d'en lire d'autres. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de confinement, comme on dit, et puis beaucoup de belles lectures. Merci à tous.